Vous vous réveillez, réveil, café, trajet, 8 heures les yeux rivés sur un écran, retour à la maison, manger, dormir, recommencer, c'est votre vie. C'est la vie de presque tout le monde. Et quelque part, au fond de vous, il y a eu cette pensée discrète, presque rebelle. Et si je ne faisais pas ça? Et s'il n'y avait ni travail, ni patron, ni deadline, ni entretiens annuels, ni ces après-midi passés à faire semblant d'être occupé alors que tout est déjà terminé depuis 1 heure? Eh bien, voici la vérité. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, des centaines de milliers d'années, cette absence de travail, c'était simplement la vie. Nos ancêtres n'avaient pas de métier, pas de carrière, pas de profil LinkedIn. Et pourtant, ils ont survécu, prospéré, créé des choses extraordinaires, sans passer leur temps libre à faire défiler de mauvaises nouvelles sur un écran. Alors, que faisaient-ils réellement de leur temps? La réponse révèle quelque chose d'assez inconfortable sur le monde que nous avons construit, et quelque chose de très beau sur celui que nous avons perdu. Commençons par démonter une idée reçue. L'image du caveman grognant, sale, luttant sans cesse pour survivre, une vie solitaire, pauvre, pénible, brutale et courte, cette formule vient d'un philosophe du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, qui n'avait jamais rencontré le moindre chasseur-cueilleur et cherchait surtout à justifier le pouvoir absolu des rois. Autant dire qu'il faut prendre cette phrase avec énormément de recul. La réalité, documentée par des décennies de recherche en anthropologie, est presque l'inverse. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la fenêtre la plus proche que nous ayons sur la préhistoire, travaillaient en moyenne entre 2 et 5 heures par jour pour satisfaire tous leurs besoins essentiels. Nourriture, eau, abri. Le reste du temps était entièrement libre. 2 à 5 heures pour survivre dans un monde sans supermarché, sans eau courante, sans électricité. Aujourd'hui, la personne moyenne travaille 8 à 10 heures. Plus les trajets, plus tout le travail invisible, cuisiner, nettoyer, gérer les factures, les papiers administratifs, et n'arrive parfois même pas à payer son loyer. L'économiste Marshall Saline les a appelés la société d'abondance originelle. Pas parce qu'ils possédaient beaucoup de choses, ils en avaient très peu, volontairement, car les objets sont lourds à transporter. Mais ils possédaient quelque chose de bien plus précieux, le temps, une abondance radicale de temps libre. Alors, qu'en faisaient-ils? Tout, en réalité. Tout ce qui nous rend profondément humains. D'abord, le lien social. Nos ancêtres vivaient en groupe d'une vingtaine à une cinquantaine de personnes et ces relations constituaient tout le tissu de leur existence. Savoir qui était généreux, qui racontait les meilleures histoires, qui cachait les meilleures baies, cela relevait littéralement de la survie. L'intelligence sociale n'était pas une compétence secondaire, c'était la compétence essentielle. Ils parlaient énormément. Pas de réunion, pas de compte-rendu, juste des conversations. Et de quoi parlaient-ils avec tout ce temps libre, surtout les uns des autres? L'ethnologue Robin Dunbar, celui du fameux nombre de Dunbar, pense que le langage humain aurait évolué comme une forme de toilettage social, remplacer le fait d'épouiller son voisin par la parole. Autrement dit, chaque longue conversation qui ne mène à rien de concret, c'est un comportement ancestral, nécessaire. Vous ne perdez pas votre temps, vous êtes simplement humain. Puis la musique. On a retrouvé des flûtes taillées dans des os de vautours, vieilles de 40 000 ans, bien avant l'écriture ou l'agriculture. Et cette musique n'était pas un spectacle, pas de scène, pas de public, pas d'algorithme à satisfaire. Tout le monde faisait de la musique. L'idée que seuls certains individus sont musiciens est une invention moderne née de la spécialisation. Vient ensuite l'art. Les peintures des grottes de Lascaux ou de Chauvet ne sont pas de simples gribouillages primitifs. Elles sont d'une précision saisissante, si réaliste que le réalisateur Werner Herzog, en les découvrant, a dit qu'elles semblaient avoir été peintes la veille par quelqu'un qui maîtrisait parfaitement son art. Elles ont 36 000 ans. Souvent situées au plus profond de galeries obscures, difficiles d'accès, elles suggèrent un geste rituel, une quête de sens, une envie de toucher quelque chose de plus grand. Cette pulsion n'est donc pas un luxe de la civilisation. Elle est aussi ancienne que nous. Le jeu, ensuite, tenait une place immense, y compris chez les adultes. Chez les Sangs d'Afrique australe, il existe même une pratique fascinante. Quand un chasseur revient fier d'une belle prise, tout le groupe se met à moquer gentiment son gibier, à le trouver décevant, maigre, minable. Le chasseur est censé rire et acquiescer. Ce rituel a un nom qui se traduit par insulter la viande. Ce n'est pas qu'une blague, c'est une technologie sociale sophistiquée qui empêche l'ego de se transformer en domination et la réussite individuelle de créer une hiérarchie. Le rire, ici, c'est un outil de gouvernance. Le sommeil, lui aussi, était différent. Avant la lumière artificielle, les humains ne dormaient pas d'un seul bloc de 8 heures. L'historien Roger Ekirch a passé 16 ans à éplucher des archives, journaux intimes, textes médicaux et a trouvé des milliers de traces d'un schéma appelé premier sommeil et second sommeil, séparés par 1 heure de veille tranquille en pleine nuit, propice à la réflexion, aux discussions, à l'intimité.
Des expériences modernes, menées dans le noir complet et prolongé, ont montré que ce rythme réapparaît spontanément chez les participants. Ce que l'on appelle aujourd'hui insomnie n'est peut-être pas un dysfonctionnement, mais un programme biologique vieux de 300 000 ans qui tente de refaire surface. Et voici un fait qui dérange souvent. Le passage à l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, a été un recul pour la santé humaine. Les squelettes de cette époque montrent une détérioration dentaire, une taille moyenne en baisse, davantage de maladies, une mortalité infantile plus élevée. Les premiers agriculteurs travaillaient plus, mangeaient moins variés et vivaient globalement moins bien que les chasseurs-cueilleurs qu'ils ont remplacés. Certes, de cette agriculture est né tout ce que nous appelons la civilisation. Les villes, l'écriture, la science, la médecine. Mais pour l'individu qui vivait cette transition, ce n'était pas franchement un progrès. Et l'apprentissage ? Sans école, sans manuel, la connaissance se transmettait par les histoires. Les étoiles, les animaux, les saisons, tout était encodé dans des récits, des chants, transmis de bouche à oreille autour des feux. Des traditions orales aborigènes en Australie décrivent avec précision des événements géologiques survenus il y a plus de 10 000 ans, transmis intacts pendant environ 400 générations, sans un seul mot écrit. Vos ancêtres n'avaient pas de bibliothèque. Ils avaient des anciens. Et cette transmission-là portait autant de sagesse que de savoir. Comment affronter la douleur, la perte, la mort. Puis venait le rituel, marquer les naissances, les deuils, le passage à l'âge adulte, le retour des pluies. Pas par divertissement, mais parce que marquer les transitions est un besoin humain fondamental. Un rite de passage traditionnel impliquait toute une communauté et transformait réellement la personne. Comparez cela à nos célébrations modernes, souvent réduites à peu de choses. Ce n'est pas de la nostalgie aveugle, la mortalité infantile, les famines, les accouchements dangereux. Tout cela rendait la vie ancienne extrêmement fragile. Mais la texture du quotidien, sa densité sociale, son sens, c'était réel. Et voici le miroir inconfortable que cette histoire nous tend aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui définit les gens presque exclusivement par leur productivité économique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est souvent la première question qu'on pose. Nos ancêtres n'avaient même pas de mots qui se traduiraient proprement par travail, parce que l'idée de séparer le temps de travail du temps de vivre n'existait tout simplement pas. Aujourd'hui, dans les pays les plus riches de l'histoire humaine, on observe une épidémie d'épuisement professionnel, une crise de solitude si sérieuse que certains gouvernements ont nommé des ministres pour s'en occuper, une hausse de l'anxiété et de la dépression, alors même que le confort matériel n'a jamais été aussi grand. Peut-être que le problème n'est pas que nous sommes faibles ou ingrats, peut-être que le problème est structurel. Nous avons bâti un monde optimisé pour la production économique, en contradiction directe avec les besoins réels de l'espèce qui doit y vivre. Alors, que faisaient les humains sans travail ? Ils parlaient pendant des heures de choses futiles et de choses essentielles. Ils faisaient de la musique sans public. Ils peignaient des animaux sur les parois des grottes, dans le noir. Ils jouaient, se moquaient gentiment les uns des autres, riaient aux éclats. Ils apprenèrent les étoiles et le langage silencieux des animaux, transmis d'une génération à l'autre depuis des temps immémoriaux. Ils dormaient en deux temps, avec un moment de veille rêveuse au milieu de la nuit. Ils marquaient le temps par des rituels qui impliquaient tout le monde et changeaient chacun en profondeur. Ils élevaient leurs enfants au sein d'une communauté d'adultes qui les connaissaient tous. Ils accompagnaient leurs mourants avec dignité. Ils étaient, selon bien des définitions raisonnables, libres, non pas libres de toute souffrance, de tout deuil, de toute maladie, mais libres au sens où leur temps leur appartenait, où leur vie s'organisait autour de la relation et du sens plutôt qu'autour d'horaires et de rendements. La question « à quoi bon tout cela ?» trouvait une réponse chaque jour, elle n'était pas repoussée à une retraite hypothétique qu'ils ne verraient peut-être jamais. Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains. L'agriculture, les villes, l'industrie ne sont pas des options facultatives. Le monde que nous avons construit est le seul que nous ayons. Mais comprendre à quoi ressemblait la vie humaine avant que la productivité ne devienne une vertu morale, avant que le réveil ne décide à votre place du moment où vous avez le droit d'exister, cette compréhension est une sorte de boussole. Elle pointe vers ce dont nous avons vraiment besoin sous tout ce bruit, de vraies conversations, de la musique faite ensemble, du rituel, du sens, un repos qui répare vraiment, du temps qui vous appartient. Vous n'êtes pas paresseux de vouloir ces choses. Vous n'êtes pas cassé de peiner dans un monde qui vous les refuse systématiquement. Vous êtes juste vieux, 300 000 ans, pour être précis, et une part de vous s'en souvient encore.